concitoyens, chers compatriotes, je voudrais simplement, à l'entame de mes propos, introduire mes propos par une question simple, pertinente. Serions-nous en présence de contraintes tellement contraignantes que plus personne ne peut mesurer l'ampleur d'un éclatement possible des problèmes en gestation dans notre pays? Les biais perceptifs des politiques et des acteurs empêchent-ils d'appréhender la réalité autrement que par vision fragmentaire, à laquelle seule une accumulation analogique, je veux dire, peut donner un sens. Une telle attitude de fuite face au défi de l'analyse globale de la situation qui prévaut dans notre pays actuellement ne me semble pas pertinente pour encore dire ou alerter simplement que nous sommes face ou que nous risquons d'être en face d'une impasse. Et il faut rappeler que tout travail de catégorisation et de configuration entraîne le risque d'être réducteur des contenus réels des stratégies que nous pourrons envisager à cet effet. Faut-il pour autant refuser d'assumer ce risque? À cela, j'ajouterai simplement que notre démarche ne précède ni d'un conflit d'attitude, ni d'un vain esprit, mais d'une situation qui impose l'éclosion de nouvelles consciences, d'un éveil de la conscience juvénile et des populations qui doivent prendre le relais et justifier le rôle prépondérant que les leaders politiques doivent jouer et occuper dans le combat d'émancipation de toute la nation guinéenne. C'est ainsi que, s'inspirant de la charte de la transition, notamment au titre 1, article 1, valeurs et principes, chapitre 2, article 2, mission, ainsi que le chapitre 4, article 56 relatif aux missions du Conseil national de transition, dont les dispositions renvoient clairement à la nécessité de procéder à des réformes visant la refondation d'un État démocratique doté d'institutions fortes et durables au service du peuple de Guinée. Nous disons qu'un État démocratique est construit sur la base de principes démocratiques, mais aussi d'instruments démocratiques. Ainsi, les réformes politiques visant bien entendu la refondation, porteront sur le système politique, à savoir le régime politique présidentiel en vigueur, les partis politiques et les instruments démocratiques. Ensuite, le système électoral, les voies de recours, les arbitrages, etc. Ensuite, en deuxième position, nous aurons la réforme administrative qui s'adresse au découpage territorial, qui doit, dans la forme et dans le fond, favoriser à la fois le développement durable, la participation effective et l'épanouissement des collectivités locales et des régions, tel que le prévoit la politique nationale de décentralisation. La finalité du combat politique n'est pas de mettre un clan ou une communauté quelconque au-dessus de toutes les autres composantes de la nation. Or, dans l'état actuel des choses, l'ethnostratégie sur fond de corruption est devenue le cancer qui ronge et complique sérieusement le pronostic vital de notre nation. Les partis politiques, tels qu'ils sont conçus, leur fonctionnement et leur nombre présentent un profil incompatible avec les enjeux de l'émergence d'une nation forte et compétitive, tant souhaité dans la charte du 5 septembre.
Qu'à cela ne tienne, nous insistons qu'il faille définir un nouveau cadre de dialogue, élargi aux institutions, organisations et entités qualifiées, comme le Conseil économique et social, le système judiciaire, la diaspora, etc. En deuxième position, il s'agit d'avoir le courage et la force de procéder à la reconnaissance des lacunes de notre système de gouvernance, notamment les entraves au processus de gestion des projets et programmes de développement causés par la faiblesse et l'inaptitude du capital humain et institutionnel. La nécessité, donc, de faire le diagnostic de la politique pour asseoir les bases d'une démocratie réelle. C'est pourquoi nous disons que cette étape, en ce qui concerne les réformes institutionnelles, commence avec la révision de la Constitution, la clarification et la consécration effective de la séparation des pouvoirs, et de l'exécutif, le législatif, le judiciaire, afin d'éviter toute dérive autoritaire. À cet égard, procéder à la relocalisation de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes au sein de la Cour suprême, qui peut être un préalable. Ce qui fait de celle-ci d'ailleurs une structure faîtière et l'ultime recours du système judiciaire national. Ensuite, viendra par ordre la réforme du régime politique. Donc, le passage du régime présidentiel au pouvoir excessif avec un premier ministre protocolaire à un régime présidentiel avec, bien entendu, un président et un vice-président élus sur le même ticket. La deuxième réforme visera le système politique, qui va impliquer une refondation des instruments démocratiques, la détermination du nombre, du mode de fonctionnement, du mode de financement des partis politiques. Ensuite, le cadrage des échéances électorales de manière à organiser à des dates fixes les élections locales, puis régionales, puis législatives et enfin l'élection présidentielle. La mise en place d'une commission électorale permanente composée de fonctionnaires issus de la société civile, sans étiquette politique, mandatés sous serment à vie, tant au niveau local qu'au niveau national. La réforme de l'administration territoriale. Le processus de réforme que nous déroulons ici est une tâche dont la mise en œuvre n'incombe pas obligatoirement à la transition. Elle n'est donc pas un handicap à la concertation, mais plutôt une hypothèse de travail à la fois pour les autorités de la transition et celles qui seront issues de l'élection présidentielle prochaine. Une convention nationale pourrait servir de cadre d'élaboration de cette réforme pour arriver aux objectifs suivants. L'érection des régions naturelles en communautés régionales de développement nous paraît nécessaire pour respecter le processus de la décentralisation et favoriser ainsi les initiatives visant la promotion des pôles de développement régionaux. La transformation des 8 régions administratives actuelles en départements gérés par des préfets de département est aussi un impératif pour une meilleure gestion des ressources et des projets déconcentrés de l'État. Les 33 préfectures actuelles deviennent des communes urbaines et des communes de plein exercice, selon le cas, gérées par des exécutifs. Les sous-préfectures actuelles demeurent sous l'autorité du ministère de l'administration du territoire. Et au niveau des villages, la restauration du statut des chefs de village est une priorité qui permettra de revaloriser nos traditions tout en renforçant la solidarité et la cohésion sociale. Le choix des chefs de village se fera sur la base du consensus et non des élections partisanes, à l'exclusion de toute référence politique. L'ensemble des chefs de village d'une région constituera l'assemblée élective pour l'installation du patriarche de la région. Le Kuntigi en Basse-Côte, le Lamido en
au Fouta, le Sotikemon en Haute-Guinée et le Sage en zone forestière. Et on passera ainsi à la mise en place des exécutifs régionaux élus, cette fois-ci. Ensuite, la mise en place des assemblées régionales également. Et le tout devrait être couronné par un processus de mise en œuvre. L'étape 1 se fera comme suit. La conception d'un programme de sensibilisation, d'information et de communication sur la Constitution et les réformes à l'intention de la population, animé bien entendu par des diplômés sans emploi dans les langues locales, avec un démarrage simultané sur l'ensemble du territoire. L'étape 2, procéder à l'évaluation de la sensibilisation pour déterminer l'opportunité d'organiser un référendum. L'étape 3 sera la validation du processus et l'organisation du référendum. L'étape 4, la validation de la refondation des partis politiques et institution des 2 partis politiques agréés ainsi que l'alternative indépendante citoyenne. Et en étape 5, ce sera la fin de la transition et l'organisation des élections générales. En ce qui concerne la durée de la transition, elle peut dépendre, à notre avis, des performances de la Convention nationale en charge de la gestion de l'agenda consensuel. Toutefois, il ne sera pas raisonnable d'excéder 6 à 9 mois. Nous disons que les ressources nécessaires à la constitution du patrimoine des communautés régionales et départements créés seront déterminées par la loi, en tenant compte des spécificités de chaque région en relation avec le PNDS. Il doit être clair dans l'esprit de chacune des composantes de la nation que la décentralisation est l'outil le plus performant, donc qualifié pour réaliser le développement local et donc pour atteindre le développement durable du pays. Elle doit se faire pour promouvoir les capacités des régions, assurer l'émergence des pôles de développement régional sans entraver, mais plutôt en renforçant les missions et les interventions de l'État central républicain. Le peuple de Guinée et les nouvelles élites militaires et civiles ont une occasion ultime de bâtir les fondations d'une nation dotée d'institutions fortes et durables. Une nation réconciliée qui honore enfin notre devise nationale, travail, justice, solidarité, pour tous. Ce chantier-là, comme celui du référendum de 1958, marquera la renaissance de notre pays et ceux qui le réaliseront entreront dans l'histoire comme les pères fondateurs.